Bonjour, bonjour mon ami, heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face. Et je te garantis que tu vas passer des moments particuliers dans la présence de Dieu. J'ai un invité, il est là, il est avec moi, il va nous partager un petit peu son parcours. Et il faut impérativement que tu restes connecté avec moi et appelle quelques membres de ta famille parce qu'il ne faut pas louper ce Face à Face. Mais avant de le présenter, on va quand même prier et remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous as convoqués dans ta présence. Et nous savons que tu as un mot, une parole, une direction pour ceux et celles qui vont assister à cette émission. Merci, Père, parce que ces moments, ils t'appartiennent, tu les as choisis, tu les as voulus. Alors, ma seule prière, c'est agis. Agis dans le cœur de ceux et celles qui nous regardent, va même au-delà de tout ce qu'ils imaginent, de tout ce qu'ils pensent, qu'au travers de cette émission, ils puissent être boostés, encouragés, challengés. Merci, Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Mon invité, c'est Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Yanis. Heureux de te revoir. Ah oui? Amen? Ici. Oui, surtout ici. Sur ce plateau de Face à Face à EMCI. Ouais. Parce qu'on s'est rencontrés et c'était en prison. Ouais, dans un pénitencier fédéral. Un pénitencier fédéral où moi, j'étais intervenant, non détenu, et toi, tu étais détenu. Ouais. Tu étais venu amener un encouragement aux détenus. Ça t'avait encouragé un peu? 100%. 100%. Ouais. Maintenant, on se revoit, tu es un homme libre. Oui. Et tu vas nous partager un petit peu ton parcours. T'as pas eu une histoire facile. C'est une façon de le dire, oui. Ouais, plutôt difficile. Ouais. Et t'as fait 18 ans de prison. Presque. Presque 18 ans, 17 ans. Et c'est vrai qu'en prison, chaque jour compte. Mais tu nais dans quel contexte familial? T'es né à Montréal, dans une famille imprégnée d'amour? Pas du tout. Même pas vraiment une famille. Ma mère a 20 ans quand je nais. Elle a des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale. Elle va m'avoir pour essayer de garder mon père, puis ça fonctionnera pas. Mon père n'est pas intéressé par la relation, il va partir, donc elle va se retrouver à 20 ans avec un bébé qu'elle désirait pas vraiment et pour lequel elle n'est pas vraiment préparée non plus. Et donc, elle te garde avec elle? Oui, elle me garde avec elle. Je vais grandir avec elle, mais à la maison, il y a toujours cet esprit de rejet. Donc, chaque fois que quelque chose ne lui convient pas, elle me dit toujours, si t'es pas content, fais comme ton père, puis va-t'en. Alors, il y a toujours cette sensation-là de est-ce que je peux rester ici? Il faut toujours que je me justifie, il faut toujours que je mérite l'amour. Mais au-delà de ce que tu vis avec ta maman qui est toxicomane, tu arrives à avoir une scolarité normale? Oui. Par la grâce de Dieu, j'ai toujours bien performé académiquement. Donc, mon comportement était toujours un problème. Je pense que quand j'ai dû passer par environ une douzaine d'écoles pour faire le cursus scolaire canadien, là, qui est le primaire et le secondaire, donc les 11 premières années de scolarité, puis j'ai passé par plusieurs écoles. Ouais. À la maison, tu as une maman qui s'intéresse à toi, qui te donne de l'amour, de l'attention, ou tu as une personne génitrice, mais qui n'est pas vraiment dans son rôle de mère? Non, elle me donne de l'amour, mais je pense qu'elle donne l'amour comme elle l'a connu. Un amour qui est dur, qui est strict, qui est sévère, qui est pas chaleureux, qui te fait pas te sentir super bien. Donc, il y a toujours de la discipline, mais c'est ce qu'elle connaissait. Donc, je pense que vraiment, c'est ça. Elle essaie d'exprimer l'amour du mieux qu'elle peut, mais c'est la dysfonction. Il y a des déménagements constants. Il y a des gens qui viennent toujours à la maison. Il y a beaucoup de chaos. Ouais. Est-ce qu'il y a des faits marquants dans ton enfance qui t'ont vraiment interpellé, traumatisé? Plusieurs. Je te dirais, le souvenir qui me reste à l'esprit, c'est j'ai 6 ans et puis ma mère me dit « Si t'es pas content, fais comme ton père, puis va-t'en. » Puis finalement, je réussis à me dire « Ah, je vais m'en aller. » Alors, je prends mon sac et puis je sors de la maison et puis je réfléchis. Et puis à cette époque-là, j'avais commencé à aller à l'école, puis je prenais l'autobus de la ville pour aller à l'école. Donc, j'étais habitué de prendre le transport en commun. Et puis, je vais aller chez ma grand-mère, qui restait pas très loin de chez moi. Mais bon, je prends un autobus, puis je m'en vais chez ma grand-mère. Puis là va s'amorcer un pattern qui va durer pendant des années où chaque fois que ma mère dit « Va-t'en », je commence à m'en aller. Et puis ça va être là, puis ça va rester à travers le temps. Et puis il y a un sentiment de fierté un petit peu qui naît en moi de dire « je vais te montrer que j'ai pas besoin de toi.
Mais il faut se rappeler, j'ai 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Même après ça, à l'adolescence, c'est un petit peu la même chose, là, mais ouais, toujours. Et ton père? Mon père, je l'ai pas vraiment, je sais c'est qui, je l'ai pas vraiment connu. Il est parti en Amérique du Sud quand j'avais 7 ans. Et puis, il est mort là-bas en 2017, donc quand j'avais 35 ans. La toxicomanie de ta maman, est-ce qu'elle va impacter ta vie? Tu vas la voir parfois à la maison défoncée au crack? Non, maman ne consommait pas de crack. Je la vois saoule souvent. Il y avait toujours de la bière à la maison, il y avait toujours du cannabis. Fait que ça, pour moi, c'est normal. Il y a un sentiment de normalité par rapport à ces substances-là que, comme les céréales, comme le pain, c'est à la maison, tu sais. D'ailleurs, quand moi, je vais me mettre à vendre de la drogue, c'est comme ça que ça va se passer. Je vais arriver dans une école et puis quelqu'un va me dire qu'il consomme du cannabis. Et puis quand il me montre ce que c'est, je dis, mais chez nous, pour tout ce qu'on a qui manque, il y a toujours dans le congélateur un gros sac Ziploc avec du cannabis dedans. Alors, je vais prendre une poignée, puis je vais aller la vendre à l'école. Puis c'est comme ça que je vais être initié au trafic de drogue. Donc ça t'impacte quand même directement, le fait d'aller vendre de la drogue, puisque tu dupliques un peu ce que tu as vu chez toi. Exactement. Pour moi, tout ça, c'est normal. C'est ça, tout ça, c'est normal. Donc, il n'y a jamais un questionnement moral sur quoi que ce soit. J'ai vu ma mère voler, donc le vol, c'est normal. J'ai pas de questionnement moral. J'ai vu ma mère mentir, j'ai vu ma mère consommer de la drogue, boire de l'alcool à outrance. Donc, ces choses-là deviennent normales dans mon environnement. Puis, à l'adolescence, ben, je commence à adopter certains de ces comportements-là. Tu fumes, tu te drogues? Je fume un petit peu de cannabis. Je vais boire un peu d'alcool. Je vole un petit peu. Mais pour moi, tout est acceptable. Tout est... Normal. Oui, tout est flou. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et donc, tu dis que tu commences à vendre de la drogue à l'école, et puis après, ça va aller de crescendo? Très rapidement. Donc, je commence en volant à ma mère son cannabis. Puis après une semaine, il y a un autre étudiant qui va venir me voir, qui va me dire si tu veux vendre, il faut que tu vendes pour moi. Et puis, j'ai pas fait de questionnement moral. Je me suis pas posé la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. J'ai juste dit ouais, j'embarque. Et puis, j'ai une bonne tête pour les affaires. J'ai une bonne tête pour structurer les choses. Alors, rapidement, je vais avoir du succès. On va me faire confiance avec des plus grosses quantités. Mais ce qui va se passer, c'est que au moment où je me mets à en vendre, je vais me mettre à en consommer. Et puis là, ça devient moins rentable. Donc, si je vends du cannabis puis que j'en consomme pas, tout est un profit. Si je me mets à en consommer, bien là, il y a moins d'argent qui est fait. Et puis, un de mes amis va me suggérer ou m'offrir l'opportunité, puis il va me dire « Est-ce que tu voudrais vendre du crack? » Et puis encore là, aucun questionnement moral. C'est quoi l'impact sur les gens, quoi que ce soit. Je me pose pas de questions. Je dis « Bon, OK, c'est une opportunité. » Alors, je me retrouve à Montréal, au centre-ville, Saint-Laurent-Sainte-Catherine, pour ceux qui connaissent la ville. Surtout à cette époque-là, ça a changé un peu aujourd'hui. On me donne un petit sachet. J'ai jamais vu de crack de ma vie à cette époque-là. Et puis, quand on te le donne, il est déjà emballé. Fait que je me mets à en vendre sans jamais en avoir vu. Et puis, mon premier soir, je fais 500 $. On est à la fin des années 90. Ça change ma vie complètement. Ta mère te dit quoi? Ma mère ne le saura pas jusqu'au jour où... Donc, ma mère, quand je vendais du cannabis, ma mère avait l'habitude de venir me voir puis de dire « Hey, as-tu quelque chose pour moi? » Puis je lui disais « Ah, va dans mes poches, je prends un sachet, puis c'est bon. » Et puis, quand je me suis mis à vendre du crack, ma mère continuait à faire la même chose, puis j'avais plus de cannabis. Puis un matin, elle s'est fâchée, et puis elle a dit « Mais quelle sorte de vendeur de drogue t'es que t'as jamais de cannabis, tu sais? » Puis là, je lui ai dit « Mais je vends plus de cannabis, je vends du crack. » Et puis ce matin-là, elle s'est fâchée. Puis elle m'a mis dehors de la maison pour la dernière fois. J'ai ramassé mes choses. À ce moment-là, c'est moi qui payais beaucoup des factures, beaucoup des comptes. Et puis, j'ai pris mes trucs et puis je suis parti. Je suis allé dans un hôtel où, un mois plus tard, il y a un de mes amis qui va venir cogner à la porte. Puis il va me réveiller ce matin-là, puis il va me dire mes condoléances. Ta mère est morte. Et puis à ce moment-là, je savais qu'elle s'était suicidée. Il n'y avait aucun doute. Je n'ai pas pensé que c'était un accident. Je savais que ce n'était pas une maladie, mais je savais qu'elle s'était enlevée la vie. Et puis ma réaction, ça a été de dire, elle est conne. Pourquoi elle a fait ça?
J'ai allumé une cigarette. Je suis parti, je suis allé voir ma grand-mère, donc sa mère à elle. Je me suis assuré qu'elle allait bien, en dépit des circonstances. Et puis ce soir-là, je me suis saoulé. Et puis je me suis battu avec chaque personne que j'ai rencontrée. J'étais rendu seul. J'avais perdu le seul ancrage que j'avais dans le monde. Ma mère était partie. Puis ce qui a été le plus difficile, le plus douloureux dans ce moment-là, c'est que j'avais personne avec qui partager cette douleur-là. Dû au mode de vie de ma mère, où elle n'avait pas de relation stable et solide avec personne, quand elle est morte, ça m'a impacté moi, ça a impacté ma grand-mère. J'avais un oncle, une tante, tu sais, il y avait de la famille proche, mais personne qui vivait la même intensité de deuil que moi je vivais. Donc ça a amplifié mon sentiment de solitude. Ça a été un élément de bascule pour toi dans cet univers où tu avais déjà mis les pieds, la drogue, la violence? En fait, non. En fait, oui. J'ai essayé de me reprendre en main. Par ma propre force, j'ai essayé de dire je vais faire quelque chose de ma vie. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai mon parrain qui m'a accueilli chez lui pendant 1 an. Mais j'étais en dépression, j'avais des problèmes, j'étais fâché, j'avais de la colère. Ça allait pas bien émotionnellement, intérieurement. Et puis après 1 an, je suis parti de chez lui. Puis je suis retourné faire ce que je faisais. Et puis là, il y a eu une accélération dans la vente de drogue, dans la prostitution. Avant d'aller dans cet aspect-là, le fait de perdre ta mère t'amène quand même à comprendre certaines réalités qui sont... tu te dis, ouais, la drogue, ça a tué ma mère, c'est pas la bonne voie pour moi parce qu'elle est sans issue. T'essayes quand même de te donner une chance. Ouais. J'essaie du mieux que je peux. Je retourne à l'école. À ce moment-là, j'ai 17 ans, donc je retourne à l'école. Mais j'arrive plus à connecter avec les autres étudiants. J'ai vu des choses qu'eux, ils peuvent même pas imaginer, qu'ils ont vues dans des films, peut-être. Pas à 17 ans. C'est ça, tu sais. Alors, c'est difficile de connecter avec les gens, puis en même temps, je suis une mauvaise influence sur les autres étudiants. Il n'y a pas de fit. J'arrive pas à connecter avec personne. Je me sens très seul. Cette solitude-là prend de plus en plus d'ampleur dans ma vie. Donc, au bout d'1 an, tu repars dans tes travers du passé. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas aller encore plus loin? La même chose. Mais là, j'ai un petit peu de recul, j'ai une vision d'ensemble. Puis les circonstances vont faire en sorte qu'on va me donner de plus en plus de responsabilités. Donc, je commence à gérer des quantités qui sont plus significatives. Alors où l'année d'avant, je vendais, c'était moi qui étais sur un coin de rue, on me donne des responsabilités pour tout le périmètre. Donc, je m'occupe d'une équipe, je dois bâtir une équipe, je dois maintenir une équipe, je dois engager des gens, je dois congédier des gens, je dois réprimander des gens. Et c'est ça qui va te conduire en prison? Oui. Cet univers-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver dans une situation où mon opération, ce que je gère avec mes vendeurs, il y a un compétiteur, un vendeur de drogue rival, qui va se mettre à fournir un de mes vendeurs. Et puis un jour, je vais partir pour la fin de semaine, puis quand je vais revenir le lundi, je vais regarder les chiffres, puis j'essaie d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Puis il y a une période de temps où il n'y a pas eu de vente. Clairement, il n'y a pas eu de vente à ce moment-là. Fait que je parle à ce vendeur-là qui était... À l'époque, on fonctionne avec des téléphones cellulaires. Donc, je demande qui est-ce qui est en charge. Je parle avec le gars. Il nie, mais après l'avoir contraint, je te dirais, il finit par admettre que oui, il y a un autre gars qui l'a fourni. Et puis, à ce moment-là, j'essaie de trouver une solution à un problème. Pour moi, je l'approche vraiment comme ça. Il n'y a plus... La notion de l'humanité n'a pas de place chez moi. Fait que moi, je perçois pas mon humanité, je perçois pas l'humanité des gens. Il y a un problème, il y a une chose à régler, on le fait comme ça. Et puis, la solution permanente à ce problème-là que lui, il fournisse mes vendeurs, c'est de l'assassiner. Et puis, je vais vraiment l'approcher comme ça. Et puis, froidement, je vais me coucher avec la décision prise que demain, je vais aller l'assassiner. Et puis, j'avais déjà des armes à feu à la maison, ça faisait partie de mon quotidien. Je me suis levé. Et puis, je suis parti avec 2 de mes amis, mes associés,
on est allé chercher ce garçon-là, il avait 20 ans. J'en avais 21. On l'a pris dans la voiture et puis on est parti. On est arrivé dans une région boisée. Et puis... T'as été jusqu'au bout de ton acte. Tu te fais arrêter. Ouais. Tu te retrouves condamné à... À la perpétuité. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Donc, tes premiers mois en prison? Bien, les premiers mois sont dans le déni parce que je suis juste accusé. Donc, il y a quand même un délai avant d'être condamné. Donc, je vis dans le déni. Je vais être condamné. Et un petit peu, d'une façon kafkaesque, j'ai souhaité un deuxième procès. Donc, je vais m'investir dans le déni. Il y a un appel. Donc, je reste dans le déni. Mais pendant ce temps-là, je continue le trafic à l'intérieur des murs. Donc, je continue à vendre du crack à l'intérieur de l'institution. Est-ce que psychologiquement, tu es conscient quand même que tu as ôté la vie à une personne? Que tu as endeuillé une famille? Du tout. À ce moment-là, je me considère moi comme la victime. À ce moment-là, je le vois comme on est dans une game, il a brisé les règles, il y a des conséquences, il savait ce qu'il faisait, j'ai imposé la conséquence. Pourquoi est-ce que je me retrouve incarcéré? C'était vraiment mon approche à ce moment-là. Donc ta peine, c'est pas une peine finalement. Tu as été quand même apaisé psychologiquement, tu es enfermé dans une prison, mais tu te dis, bah, c'est moi la victime. Ouais. Preuve en est, c'est que tu es dans le déni et tu passes 2 fois devant la justice pour crier haut et fort ton innocence. Ouais, exactement. Et c'est quoi le regard de la justice par rapport à tout ça? Coupable. La justice arrive à la bonne conclusion. Quand mon appel va être rejeté, je vais rencontrer une psychologue qui va me dire « Est-ce que tu es conscient que ça va pas bien? » Puis dans ma tête, je me dis « Elle est folle, la dame. » Mais elle me dit « Tu es en prison à perpétuité pour un meurtre que tu as commis dans le cadre de trafic de drogue. Là, tu es incarcéré dans un pénitencier à sécurité maximum à cause que tu fais du trafic de drogue à l'intérieur des murs. Ça va pas bien. » Puis dans ma tête, je me dis « Elle est folle. » Puis je vais retourner dans mon unité après la rencontre avec elle. Puis quand j'arrive, il y a une mini-émeute. Puis pour la première fois, il y a cette prise de conscience-là que, et si elle avait raison, si je me suis trompé, je suis ici aujourd'hui, condamné à perpétuité, je suis seul. J'ai plus d'amis, il n'y a personne qui répond au téléphone, il n'y a plus personne qui prend des nouvelles de moi, il n'y a plus personne qui me supporte. Je suis seul complètement. Si elle avait raison, puis pour la première fois, je me questionne. Puis ma réflexion, c'est de dire pourquoi je vis, à quoi ça sert d'exister. C'est quoi l'objectif de ma vie? Puis je vais réfléchir, puis je me dis juste, je vais essayer d'arrêter de faire le mal comme je le fais. Parce que c'est facile de regarder la vente de drogue puis le meurtre comme étant les grands titres. Mais au quotidien, j'envenimais des conflits. Au quotidien, je faisais la médisance. Au quotidien, je coupais les gens émotionnellement par mes paroles, par mes gestes aussi, physiquement aussi, tu sais. Alors, je dis, OK, je vais changer ça. C'est la première amorce de changement qui se passe. Et puis, en faisant ça, je vais transférer du maximum au médium. Puis, je vais arriver au médium. Juste, on sait que la faiblesse est interdite en prison. Toi, tu décides de changer. Tu arrives, tu rentres comme un caïd. T'es pas là pour rien quand même. Et comment s'est interprété ce changement par tes co-détenus? À ce moment-là, ça se passe bien. À ce moment-là, ça se passe bien. En même temps, il y a toujours la réflexion. Les gens, ils t'observent puis ils se disent, mais il essaie de sortir un jour. Fait que souvent, les gens t'observent puis ils disent, ah, il fait semblant. Ah, il joue une game. Ah, il joue un rôle. Fait qu'ils disent, bon, laisse-le aller. Mais ils se posent pas trop de questions parce que, quand même, je continue à consommer. Je continue à fumer. Alors, je suis là. Il n'y a pas un changement drastique encore dans mon comportement. Mais c'est le début de quelque chose. Sans l'ombre de... Il y a une allumette qui s'est allumée dans la noirceur. Dans ta conscience. Ouais. Et donc, quand tu poursuis, tu descends dans une sécurité un peu... Médium, ce qu'on appelle au Canada un médium. Une prison un peu plus souple, ouais. Au niveau des règles. Ouais. Et comment tu poursuis ce changement? Je vais me demander, qu'est-ce que je peux faire pour que mon temps compte? Ça fait 8 ans que je suis incarcéré. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça vaille la peine, au moins? Puis ma réflexion sera, je vais lire tous les classiques de la bibliothèque. Comme ça, au moins, j'aurai une culture, je pourrai discuter quand je sortirai, j'aurai quelque chose d'acquis. Et puis, je vais aller à la bibliothèque, puis je vais prendre un livre de Ernest Hemingway qui s'appelle « Pour qui sonne le glas ». Puis, dans chaque édition de ce livre-là, il y a une citation qui explique le titre.
Et puis dans cette citation-là, qui commence par « Nul n'est inutile », donc il y a beaucoup de gens qui connaissent cette citation-là, mais il y a une phrase qui dit « La mort de quiconque m'amoindrit, car je suis impliqué dans l'humanité ». Et puis je lis ça et puis ça m'arrête net. Je me souviens, j'étais à côté d'un pilier rouge dans le corridor. La mort de quiconque m'amoindrit parce que je suis impliqué dans l'humanité. Donc je réalise deux choses à ce moment-là. Un, je suis impliqué dans l'humanité. Toute ma vie, j'ai été dans un combat avec l'humanité, dans une compétition. C'est toi ou c'est moi. Il y a la proie et le prédateur. Il n'y a jamais une idée d'implication ou de collaboration. Puis la deuxième chose, c'est la mort de quiconque m'amoindrit. Donc moi, c'est pas seulement la mort de quelqu'un, c'est moi qui l'ai causé, cette mort-là. Donc j'ai commencé à me questionner sur ça puis sur l'impact. La citation est en anglais, parce que le livre est en anglais. Et puis je suis dans un pénitencier au Québec, francophone. Et puis la seule personne que je connais qui est anglophone, qui fait partie de l'institution, c'est l'aumônier protestant, qui est un relais un petit peu de la culture québécoise où les anglophones étaient protestants, les francophones étaient catholiques. Alors je lui envoie une requête, puis j'aimerais ça discuter de ça. Dans ma tête, il n'y a aucune démarche spirituelle comme telle, mais je me pose des questions. Et puis, je vais rencontrer cet homme-là pendant 6 mois. Puis pendant 6 mois, il va m'écouter. Puis il va me partager ses expériences de vie. Puis dans chacune de ses expériences de vie, il va me parler de son Dieu. Il va me parler de ce que la Bible dit. Et puis, à mesure où le temps avance, je commence à me poser des questions sur son Dieu. Je deviens curieux. C'est un petit peu une notion de l'Ancien Testament, tu sais, où on le voit beaucoup, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Et puis je deviens curieux. Et puis finalement, un soir, je vais me retrouver à accepter mon dilemme à venir à la chapelle, parce qu'il m'invite à la chapelle. Mais mon dilemme, c'est que les dimanches, il y a du football. Quand je dis football, du football américain. Et puis, je suis un gars de priorité. Alors, je regarde mon football d'abord, je n'irai pas à la chapelle pour ça, tu sais. Puis il y avait une chose qui m'intimidait toujours à la chapelle, c'est qu'il y avait des bénévoles qui étaient là, qui étaient souriants, qui nous attendaient. Puis je ne comprenais pas pourquoi. Toutes mes relations avaient été transactionnelles auparavant. Je n'avais jamais reçu d'amour d'un inconnu. Alors, je ne comprenais pas ce qui se passait, puis ça m'intimidait. L'idée de rentrer là-dedans, si je ne comprends pas ce qui se passe, je ne veux pas participer. Mais finalement, par un concours de circonstances, un co-détenu va m'inviter, puis je vais aller à la chapelle. Puis ce soir-là, il y a un homme qui s'appelle Danny Lorenzen qui prêche. Puis je suis assis là, puis j'écoute. Puis à la fin de son sermon, il va faire un appel au salut. Il va dire, s'il y a quelqu'un qui est ici, qui veut accepter Jésus, levez la main. Puis j'ai un désir profond de ça. Je sais que j'ai un besoin criant de Jésus. Mais je suis tellement pris, tellement coincé dans mon image que j'ose pas lever la main. Et puis je vais rester là. Et puis Danny va dire, puis c'est quelque chose qu'il m'a raconté par la suite, qu'il disait jamais. Il a dit, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas levé la main, allez parler à un bénévole. Et puis c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé à un bénévole. Et puis le bénévole va me dire, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Puis là, je dis oui, mais je suis pas prêt. Et puis il va se mettre à rire. Il va rire, puis il dit, mais comment tu vas te préparer? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour que Dieu, le créateur de l'univers, envoie son Fils mourir pour toi? C'est quoi les étapes concrètes que tu fais? Là, j'étais un petit peu coincé, puis j'ai dit, mais tu comprends pas? J'ai tué quelqu'un. Et puis il va rire de nouveau, et puis il va marcher peut-être 3-4 mètres. Il va aller à une tablette, il va revenir avec un Nouveau Testament. Donc un petit format des Gédéons. Il va l'ouvrir, puis il va me lire Actes des Apôtres, chapitre 7, le meurtre d'Étienne. Puis il va me lire le premier verset de Acte 8. Et Saul consentit au meurtre. Puis il va me dire, Saul, c'est aussi Paul. Et Dieu a utilisé Paul, qui était un meurtrier, pour écrire le 2/3 du Nouveau Testament. J'avais plus d'objection. J'avais plus rien à dire, alors j'ai prié. J'ai prié et ce soir-là, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Waouh! Écoute, on pourrait t'entendre longtemps, parce qu'il y a un témoignage, il y a quelque chose, il y a du vécu, il y a une histoire triste qui finit en prison. Et la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu est surabonde, mais on va te réécouter sur une autre émission où tu vas nous parler justement de reconstruction.
Amen. Mais avant de conclure, j'aimerais quand même que tu puisses donner l'opportunité peut-être à une personne qui écoute via le podcast, qui regarde cette émission, peu importe dans l'endroit où il est. Ça peut être une prison, où tu es enfermé, mais une prison à ciel ouvert, le monde. Peut-être que tu peux lui donner l'opportunité de confier sa vie à Jésus. Amen. Comme toi, tu l'as fait. Sens-toi libre, là. Amen. La Bible est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. La Bible dit aussi que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. On essaie souvent de créer des circonstances, des cérémonies, plein de grandes choses. Mais la Bible est claire, c'est par la foi qu'on est sauvé. Donc, il faut croire que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Tout ce qu'on a à faire, c'est admettre qu'on est un pécheur. Être un pécheur, c'est quoi? C'est de dire que j'ai fait des fautes, je me suis trompé au moins une fois. Ensuite, on doit se repentir. Se repentir, c'est un mot qui veut dire changer de direction. Donc, d'où est-ce que je m'en allais? Je me détourne maintenant pour me diriger vers Dieu. Et puis la troisième chose, c'est cette confession-là que je parle depuis tantôt, de confesser Jésus comme son Seigneur. Alors, si tu veux prier avec moi, c'est une prière qui est très simple. Et on dit, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Si tu as prié cette prière-là, la Bible est claire. Quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Le passé est effacé, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, devant Dieu, peu importe tes circonstances naturelles devant les hommes, peu importe ce qu'eux te diront, devant Dieu, tu es une nouvelle créature. Cours vers Dieu lorsque tu auras des difficultés plutôt que de t'éloigner vers lui. Merci, merci, merci. Quel encouragement, quelle histoire. Tu aurais un mot de la fin? Galates 6,9, ne nous lassons pas de faire le bien, car à la bonne saison, nous récolterons. Je pense que c'est ça qu'il faut. On se retrouve dans des situations, on y a été les deux, où il y a des situations où le désespoir nous envahit, les choses semblent trop difficiles, et puis on n'arrive pas à avoir l'issue. Et puis pourtant, si on s'accroche à Dieu, et puis des fois s'accrocher, ça veut dire prendre nos deux mains, des fois ça veut dire de mordre dans la parole. Mais si on fait ça, Dieu est fidèle et puis il va nous faire passer à travers la tempête. En tout cas, tu en es la preuve vivante. Amen. Quand je te vois, je vois ce que Dieu fait au travers de la Bible. Tu sais, Marc 5, il est question du démoniaque de Gadara qui devient un témoin, là. Non pas que tu étais possédé, mais ce gars était lié, et puis Jésus l'a libéré. Amen. Et puis il a enflammé les cœurs avec un témoignage, la grâce de Dieu. Et toi qui as participé à cette émission, peut-être que tu as donné ta vie à Jésus. Je t'encourage vraiment à te rapprocher d'une église. Envoie-nous un témoignage via le site MCI si tu as vécu quelque chose de particulier. Toi, maman, toi, papa, peut-être ton fils, ta fille s'est égaré et loin de Dieu. Eh ben, tu vois qu'au travers du témoignage d'Emmanuel, que rien n'est jamais perdu. Quand on se tourne vers Dieu, on peut s'attendre à lui. Je te donne rendez-vous pour une nouvelle émission Face à Face la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse, Emmanuel. Amen. Merci. Ciao, mon ami. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.